avec nous 3 intervenants. Je vais vous laisser toutes les 3 vous présenter. Et puis après, on va commencer les présentations. Je suis Dr Marceau, médecin coordonnateur de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Je vais vous présenter une dizaine de minutes l'idée de décliner particulièrement par rapport au sujet que nous traitons aujourd'hui, à savoir la santé des adolescents au sens large, la définition de l'OMS, présenter la MDPH dans le panorama des réponses, sachant que tous les adolescents, bien évidemment, ne sont pas en situation de handicap. Mais certains le sont et ils vont pouvoir, y compris pour ces jeunes-là, avoir des réponses tout à fait spécifiques, coordonnées, cohérentes. Ça va être Bonjour, Sylvie Gagnet, je suis responsable de 2 coordinations handicap locales, donc une située à Saint-Germain, l'autre située à Maison-Lafitte, donc la coordination handicap locale de Méran-de-Seine, et ce sont des guichets de proximité de la maison du handicap. Bonjour à tous, donc moi je suis Dr Guette, je suis actuellement praticien hospitalier et responsable de service sur un appel secteur du Nettois, donc 78-01. Et puis donc dans mon parcours, j'ai eu également l'occasion bien sûr de côtoyer mais surtout de travailler au sein d'établissements médico-sociaux. Je crois que c'est à ce double titre, si j'ose dire, qu'on a fait appel à mes services pour pouvoir vous parler en effet aujourd'hui d'un sujet qui bien sûr concerne les regards croisés sur 2 partenaires, mais surtout autour des adolescents en situation de handicap. Voilà, donc de ma classe, je vous parlerai plutôt de ce qui se passe dans la clinique, évidemment pour ces adolescents, et mon propos sera plutôt d'avoir un certain nombre de remarques, et puis de vous présenter, si vous en êtes d'accord évidemment, 2 situations cliniques un peu précises. La première étant une situation clinique d'un jeune en situation de handicap physique, et la seconde sera celle d'une jeune fille qui est en situation de handicap cognitif et mental, psychique. Voilà, donc on voit bien qu'à travers cette problématique du handicap chez l'adolescent, là aussi j'essaierai de vous en dire quelques mots, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, les enjeux sont nombreux et évidemment l'intérêt d'être en lien et en lien cohérent les uns avec les autres est absolument fondamental. Je vais me présenter aussi, je suis Véronique Delangue, je dirige l'IME du Manoir en Brésil et puis je coordonne aussi le groupement directeur des établissements enfants handicap des Yvelines. Voilà, je fais également partie de la commission partenariale dont Sylvie va vous parler. Voilà, et puis dès que là je vais aller. Voilà. On commence sur cette petite présentation. Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance sur la définition du handicap. Je fais un tout petit peu de conceptuel parce que on se rend compte que nous travaillons ensemble aussi, qu'on se connaisse bien, et bien se connaître, aussi bien savoir quelle est la définition du handicap, quelles sont les institutions censées pouvoir contribuer à la compensation des personnes en situation de handicap. Donc j'ai quelques détails un peu conceptuels, mais qui sont aussi importants pour que chacun identifie bien son rôle dans les réponses aux adolescents contre une situation de handicap. Donc oui, j'ai commencé par cette suite l'adolescent bien sûr au milieu du projet, avec tous ces regards croisés que sont bien sûr sa famille, ses amis, ses loisirs, son lieu de scolarité, la
pas le sens large, hein, d'accord. En tout cas, je pourrais rentrer plus dans le détail pour avoir le temps aujourd'hui. Le 3 est les déficiences du langage et de la parole, tous les troubles 10 divers et variés. Le code 4, c'est les déficiences auditives. Le code 5, les déficiences visuelles. Le code 6, c'est les déficiences viscérales, diabète, pathologie chronique, maladie chronique. Le code 7, ce sont les déficiences motrices. Donc, ça, c'est important de vous montrer cette diapositive pour que vous voyez que dans la tranche 0-14 ans, la déficience pour laquelle la DBH est le plus sollicitée, c'est la déficience psychique au sens large. Hein. C'est-à-dire que ça va des troubles des conduites, on va dire à des troubles, on va dire énormément plus, des troubles différents, vous pouvez connaître pour les CAP, en passant par la prolongation du développement également. Voilà, c'est vraiment très large. Hein. Donc, dans cette tranche 0-14, vous voyez que c'est vraiment le numéro 1 des sollicitations de la DBH. Le numéro 2 étant donc des troubles d'apprentissage, particulièrement langage oral écrit, et en 3, les déficiences intellectuelles et cognitives. Dans la tranche 15-25, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, les déficiences psychiques sont également en premier lieu, et vous voyez que c'est quand même une tranche qui sollicite nettement moins, hein, parce que là c'est en nombre, en fait, en nombre de sollicitations. Vous voyez que c'est une tranche qui sollicite relativement peu la DBH. Le gros de nos groupes, on va dire, c'est 0-14, et après, vous voyez, pour les personnes, on va dire au-delà de 25 ans, également. Mais cette tranche 15-25, on voit que c'est pas forcément une population qui s'adresse énormément à la DBH. Le handicap psychique, l'enfant, la déficience psychique, est l'enfant numéro 1, déficience cognitive numéro 1. Donc voilà, c'était sur cette diapo pour en faire le décor de l'homopathie en infirmière. Juste la diapo suivante. Donc ça, c'est sur la mission de la DBH en général. Donc là, voilà, ça s'adresse sur l'ensemble de la population, une mission d'information, une mission d'accueil et d'écoute des personnes, d'aide à la formulation du projet de vie, de l'évaluation des besoins des personnes. Pardon, juste par rapport aux statistiques, oui. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous interprétez ça uniquement parce que c'est plus compliqué d'orienter à l'adolescence vers 15 ans vers des services spécialisés, alors que 0-14 ans, on arrive encore à peu près à négocier avec les familles pour y aller? Je dirais que dans l'interprétation, il faut qu'on soit très prudent. Hein. C'est vrai que si on prend par exemple les troubles d'apprentissage, hein, que sont les troubles qui représentent des déficiences du langage oral écrit, ça rejoindra mon propos ensuite. En fait, on se rend compte aussi de la composante environnementale de la notion de handicap. C'est-à-dire que quand on est dyslexique, même sévère, et qu'on finit par bénéficier d'un certain nombre de compensations qui permettent, le temps de sa scolarité, de pouvoir avoir les soutiens nécessaires, à un moment, on sort de l'écran radar du handicap, et tant mieux parce qu'on a pu mobiliser des compensations propres, des compensations qui fait qu'un dyslexique, dans certains types de métiers, dans la vie de tous les jours, je suis sûr qu'on a plusieurs à l'aide dans la salle, et on n'est plus en situation de handicap parce que la situation de handicap, c'est vraiment l'environnement qui a déterminé. Donc on a parmi les déficiences des personnes qui sortent du champ du handicap, et bien heureusement, hein, on a aussi des personnes qui endurent dans la situation de handicap, et d'autres qui entrent dans la situation de handicap dans des moments différents. Quand on parle des personnes, on va dire, après 25 ans, je ne sais pas les personnes âgées, bien sûr, à partir de 25 ans, on se rend compte que les problématiques ostéo-articulaires, c'est, on va dire, un grand motif de sollicitation de la FDPH par rapport à l'adaptation des postes de travail, par rapport à ce genre de choses. Donc voilà, à chaque âge correspondent ces problématiques, et les déficiences sont différemment réparties selon les âges de la vie. Donc, évaluation du projet de vie, évaluation par l'équipe pluridisciplinaire, à travers la présentation qu'on a eue ce matin. Déjà, on a vu combien nous avons tous, chacun dans nos rangs d'équipes pluridisciplinaires, diverses et variées, j'y reviendrai après. L'élaboration du plan de compensation, donc les réponses qui vont permettre de compenser la situation de handicap, réponse dans le droit commun, mais aussi dans le droit spécifique. La CDAPH, bien sûr, l'instant décisionnaire de la MDPH. La MDPH ne décide de rien, c'est la CDAPH qui décide. Par contre, la MDPH évalue et fait des propositions. D'accord ?
la santé invalidante. Donc on a vraiment cette définition qui, pour nous, est, on va dire, la porte d'entrée. Donc la première question qu'on a à se poser quand la DBH est sollicitée, c'est une altération de fonction qui génère elle-même des limitations d'activité et des restrictions de participation. C'est vraiment ce concept-là. Si l'altération de fonction, on va dire, on n'est pas en mesure de la mettre en évidence, je pense particulièrement à nos adolescents, est-ce que les symptômes que présente notre adolescent, ce sont des symptômes qui entrent dans le cadre d'une pathologie? Est-ce que ça entre dans le cadre d'un faisceau d'indices qui laisse penser qu'on a une pathologie? Ou est-ce que ce sont simplement des symptômes réactionnels à une situation? Ce qui fait qu'on rentre dans le champ du handicap, c'est parce qu'on a imaginé que l'ensemble des symptômes, voire des diagnostics posés par nos partenaires de la pédopsychiatrie ou partenaires médicaux, quels qu'ils soient, définissent qu'il y a une altération de fonction. Si on n'a pas cette étape-là, on ne peut pas se poser les questions d'après. Ça, j'insiste vraiment sur ce point. La difficulté scolaire, si on n'est pas allé plus loin que ça dans la recherche éventuellement une altération de fonction qui la générerait, on ne peut pas se poser les questions suivantes de la compensation. Donc c'est très important ce cheminement de l'altération, des limitations et des restrictions. De la même manière, une altération de fonction qui entraînerait très peu de limitations ou de restrictions, je pense à tous ceux qui portent des lunettes aujourd'hui, ils ont une altération de fonction de la vision, mais ils ont une réponse correctrice visuelle qui fait que, au final, les limitations et les restrictions sont relativement modestes. On n'est donc pas dans une situation de handicap au sens de la loi 2050. C'est important d'avoir vraiment cette lecture avec ces trois niveaux, j'y ferai référence plusieurs fois, ces trois niveaux d'analyse. Il faut qu'on ait les trois pour considérer qu'on est dans une situation de handicap. Question suivante. La compensation maintenant. La définition de la compensation, c'est une conception très large, encore, c'est écrit dans les lois. La personne handicapée, au sens de la loi qu'on a définie précédemment, a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelle que soit l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile et du cadre de travail. Des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté. Ça, c'est la définition de la compensation. Là, c'est un diapo qui reprend un petit peu ce qu'est la compensation. La compensation au sens large, c'est donc les besoins spécifiques de la personne en rapport avec sa situation de handicap. Où trouvera-t-on les réponses à ces besoins spécifiques? Doit-on tout de suite aller vers des réponses spécifiques ou doit-on déjà mobiliser les mesures de droit commun? Et ça, c'est un sujet qui est vraiment au cœur, aujourd'hui, 10 ans après la promulgation de la loi, c'est un sujet qui est vraiment central. On a eu tendance, on va dire, au début de la loi de 2005, à dire handicap égale compensation spécifique. Il est handicapé et maintenant on raisonne que par rapport à la question du handicap de la personne. De plus en plus, et la CNSA nous y invite largement, on est dans ce concept de compensation large pour lesquelles les réponses trouvées seront autant dans le droit commun, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité, mais également dans le droit spécifique si besoin. L'accessibilité a été longtemps, on va dire un petit peu réservée à l'image qu'on a du handicap moteur qui doit se rendre au bureau de vote, par exemple. Ça, c'est l'accessibilité, mais l'accessibilité, c'est un concept énormément plus large qui fait que, par exemple, le droit à la scolarisation, c'est de l'accessibilité, on va dire, quel que soit le handicap. Alors, peut-être la réponse ne se fera pas dans l'école, le quartier d'à côté, mais peut-être qu'il faut se poser la question quand même, et si c'est pas possible, peut-être qu'on va s'interroger sur un autre genre de réponse. L'exemple qui est donné, c'est par exemple l'amélioration de l'accès à la scolarisation de l'école ordinaire, ça c'est vraiment l'accès au droit commun de la population en situation de perte d'autonomie, de l'absence d'autonomie. Ensuite, l'adaptation du droit commun, là se conjugue accessibilité et compensation, par exemple l'accompagnement d'un auxiliaire de vie scolaire au sein de l'école, c'est à la fois de l'accessibilité parce que l'enfant va à l'école et c'est de la compensation parce que l'AVS est une mesure spécifique liée à la situation de handicap. Et pour d'autres situations, on va dire l'accessibilité et la compensation avec la scolarisation par exemple au sein d'une unité d'enseignement d'un
établissement médico-social, ça peut être là aussi de l'accessibilité pour l'accès à l'enseignement et on va dire de la réponse spécialisée du fait de la réponse de l'établissement médico-social. Diapo suivante. L'équipe pluridisciplinaire, ça je vais passer vite. Donc, elle a pour objectif d'évaluer les besoins de compensation sur la base du projet de vie de la personne et elle propose un plan personnalisé de compensation. Donc, chaque évaluation est individualisée, il n'y a pas d'obligation de méthode, c'est l'équipe pluridisciplinaire, je vais vous la définir après. Elle est à géométrie variable et elle détermine éventuellement un taux d'incapacité. Le GEVA, c'est un outil de démarche collective et globale de l'évaluation. C'est normalement l'outil qui permet de recueillir un maximum d'informations de la situation de la personne. Et quand je dis multidimensionnel, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à la situation d'une personne et d'un adolescent en particulier, on doit s'interroger sur son cadre de vie, sur son environnement familial, sur éventuellement son quartier, sur les réseaux qui l'entourent, sur sa scolarité, sur son projet professionnel, sur les réseaux de transport autour de lui, et bien sûr sur sa problématique, son altération de fonction, et sur les limitations d'activité, quelles sont ses capacités fonctionnelles dans les différents actes de tous les jours, de se retrouver en adolescent, de se rendre au collège, de pouvoir prendre l'initiative, de savoir prendre les bonnes décisions pour lui dans la vie de son âge, est-il en mesure d'avoir une autonomie relativement importante. Tout ça sont des choses qu'on doit pouvoir mesurer pour pouvoir bien proposer. Certaines fois, on se retrouve avec le partenaire à pas forcément bien se comprendre parce qu'on a besoin, pour bien compenser, il faut que la photographie soit claire de la personne. Quand je dis la photographie, c'est limitatif. Il faut que le film soit clair. C'est la somme des photographies qui va faire qu'à un moment, on va bien comprendre le parcours de la personne et ses besoins et qu'on va pouvoir mobiliser la compensation juste. Certaines fois, on dit pourquoi la PPH, il faut tout ça, pourquoi il faut toutes ces informations-là? Parce que je suis sûre, et malheureusement encore aujourd'hui, que certaines fois on compense mal parce qu'on n'a pas non plus tous les bons éléments pour la photographie pour nous permettre de bien identifier la problématique et les besoins des personnes. D'accord? Donc, diapo suivant sur la composition, alors là, les déterminations que je me suis enlevées. Voilà. Donc, les coordinations handicap local. C'est une singularité de notre MDPH. Donc, la MDPH, c'est donc une organisation qui existe dans tous les départements. Et la singularité du 78, c'est cette organisation en coordination handicap local. Vous allez dans les départements d'à côté, il n'y a pas cette organisation. Il y en a d'autres, mais en tout cas, il n'y a pas celle-ci. Les CHL, si vous parlez de CHL dans le 92 ou dans le 95, ils vont voir clairement avec de grands yeux. C'est un montage, on va dire, typiquement tout à fait local. Donc, les coordinations handicap local. Donc il y en a 9 sur le territoire actuellement. Et donc dans chaque coordination handicap locale, nous disposons d'une équipe pluridisciplinaire locale qui comprend des travailleurs sociaux, des référents enfants, psychologues, médecins, biothérapeutes et des coordinateurs de cette coordination handicap locale et éventuellement des adjoints. D'accord? Donc à chaque CHL, son équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire, un certain nombre de compétences, on ne les a pas toutes, bien sûr, et pour des situations particulières où on a besoin de s'enrichir du regard croisé des autres, on a ce qu'on appelle des équipes pluridisciplinaires spécialisées, donc EPSA spécialisé adulte, EPS jeune, 16-25 ans, et EPS enfant. Et à chaque fois, donc, on a cette EPL noyau dur, on va dire, de la CHL, enrichie, pour les adultes, par exemple, du référent insertion professionnelle de la DPH,
cerner en fait voilà, le volet habitat, le volet cadre de vie, le volet capacité fonctionnelle, le volet pathologie, etc. Donc ensemble, en équipe pluridisciplinaire, on essaie de composer cette marque-là. C'est-à-dire que chacun, on va dire, construit la photographie avec les éléments de connaissance qu'il a de la situation de la personne. Ensuite, la phase suivante, c'est être capable de faire des propositions de réponse, des propositions de compensation. Pour un certain nombre de ces réponses de compensation, on a des filtres, hein, des outils d'éligibilité qui fait que il faut, on a besoin de certaines technicités pour savoir que, par exemple, sur certaines prestations tout à fait particulières, je sais pas, on a l'AEH, etc., on a besoin d'outils d'éligibilité que sont le guide barème, vous en avez tous entendu parler, un certain nombre d'outils d'éligibilité, notamment pour la prestation de compensation du handicap, etc. Et donc ça, c'est vraiment une connaissance réglementaire de ces outils d'éligibilité pour certaines réponses de compensation. D'accord? Et donc, dans cette phase d'élaboration des réponses, on analyse la situation et on évalue les besoins de la personne en essayant de mettre en face de ses besoins des réponses qui seront des réponses spécifiques, mais pas que. Il y aura aussi potentiellement des réponses de droit commun, des réponses d'accessibilité. D'accord? Et donc, cette proposition est ensuite présentée à la Commission des droits et de l'autonomie, à la CDAPH, qui elle va décider de si oui ou non ces propositions sont cohérentes. Théoriquement, il existe dans la phase de proposition, là je dis théoriquement, c'est une partie des marches sur lesquelles il faut vraiment qu'on arrive à s'améliorer. On a un aller-retour entre l'équipe pluridisciplinaire et l'usager ou sa famille sur le plan de compensation, le plan personnalisé de compensation sur les propositions que fait l'équipe pour, on va dire, récupérer un petit peu l'assentiment de la personne. Ça, c'est un domaine sur lequel il faut vraiment qu'on s'améliore. Aujourd'hui, équipe pluridisciplinaire, sauf cas particulier, ça va quand même assez souvent directement à l'instance décisionnaire pour décision. D'accord? Donc après, il y a bien sûr toutes les possibilités de recours. Les personnes peuvent revenir vers nous si elles ne sont pas d'accord avec les décisions qui ont été prises. Par contre, aujourd'hui, on est en difficulté sur cette étape de proposition aux personnes en fonction des besoins qui ont été identifiés. L'étape suivante, la notion d'éligibilité, ça j'en ai déjà parlé, on peut passer à la suivante. Le plan personnalisé de compensation enfant, alors là on peut mettre de la cause également, c'est la palette de réponses possibles hein, dans un plan personnalisé de compensation enfant. Hein. Donc il y a bien sûr les compensations financières type AEH, PCH et tous ces volets compléments bien sûr. Il y a le projet personnalisé de scolarisation qui peut, avec également des mesures d'accompagnement particuliers au niveau de l'école, on parlait du service scolaire, on se met comme ça pour que ce soit plus simple, qui change les idées. Donc maintenant, ça s'appelle AHEH, hein, c'est-à-dire aide humaine à l'enfant handicapé, hein, c'est la même chose que l'ADS. MPA, c'est matériel pédagogique adapté. Et bien sûr, les orientations vers les établissements et services médico-sociaux et les dispositifs de l'éducation nationale. Et puis, le PPC peut être aussi tout à fait le lieu de faire des préconisations à la famille dans le droit commun, en disant, écoutez, il me paraît pertinent que vous puissiez vous adresser à tel ou tel partenaire pour être accompagné dans vos besoins au quotidien. Donc ça, c'est sur le PPC enfant, et donc sur le PPC adulte, on a le temps, et les cartes aussi. Là, des questions sur l'adulte. Voilà, une compensation en rapport avec le travail, l'emploi et la formation professionnelle, des mesures en rapport avec les élections médico-sociaux, les cartes, les prestations financières également, et toute la préconisation. Diapo suivante. La CPAPH, bien sûr, la décision sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe disciplinaire, des souhaits exprimés par la personne dans son projet de vie. Ça, c'est très important. Hein, c'est vraiment, on évalue les besoins et on tient compte de l'envie de la personne. Certaines fois, on aurait tendance, et on a eu parfois tendance, à se dire, nous, professionnels, on sait ce dont la personne a besoin. C'est très important de confronter ce qu'on imagine à ce que souhaite la personne. Très important, et ce que souhaite la personne et sa famille. Des fois, on avance dans un principe de réalité où la famille a un autre projet que celle que nous, professionnels, on imagine comme étant le meilleur. Et bien, on doit composer, on doit respecter ce projet de famille. Là, c'est juste pour faire un petit peu le point sur cette situation. Donc, vous avez bien vu que dans le PPC enfant, il y a un certain nombre de réponses. Dans le PPC adulte, il y a un certain nombre de réponses. Notre adolescent, il est au milieu de tout ça. Il est au milieu de tout ça. Et certaines
l'intérêt de la mise en place de nos équipes jeunes qui sont au carrefour, un petit peu 14-25, qui sont au carrefour des différents droits MDPH. Donc, la démarche de compensation des adolescents en situation de handicap, mieux fédérer la complémentarité des acteurs, ça c'est ce qu'on a déjà dit plusieurs fois ce matin, objectivation de la triade, interaction, fonction, limitation, restriction, intérêt et évaluation multidimensionnelle. J'insiste sur le fait qu'on ne peut pas dire, tiens là il y a bien besoin d'un IME, on va faire un dossier MDPH pour demander un IME. Eh bien non. Quelle est l'altération de fonction? Est-ce qu'on a une altération de fonction cognitive? Est-elle objectivée? La personne est-elle en phase avec le fait qu'on a repéré chez elle une altération de fonction cognitive? Si oui, ensuite, posons-nous les questions suivantes. Est-ce que les limitations d'activité et les restrictions de participation vont trouver leur meilleure réponse dans un établissement médico-social? Peut-être que oui, mais peut-être que non. Peut-être qu'il faut qu'on soit inventif et imaginer quelque chose. Et que souhaite la famille? Que souhaite le jeune? La personne est-elle d'accord? Si elle n'est pas d'accord, il va falloir qu'on compose et qu'on invente une réponse qui permette de compenser la situation avec le souhait de la famille. Recueillir le projet de vie, très important, éventuellement aider à sa formulation pour l'adolescent et sa famille. Ça fait partie, par exemple, dans tout le travail de réseau qu'on a pu évoquer déjà ce matin. C'est vrai qu'on se rend compte qu'une famille qui n'est pas accompagnée dans sa demande, ben voilà, elle se retrouve avec un projet de vie, c'est encore une page blanche sur lequel je dois dire, je demanderai mon projet de vie pour les 10 ans à venir, je ne saurais que le dire. On imagine bien que pour des parents d'enfants en situation de handicap ou des enfants en situation de handicap eux-mêmes, pouvoir dire mon projet de vie c'est ça, c'est quand même très compliqué. Donc, pouvoir, on va dire, s'appuyer les uns les autres sur la possibilité d'être un petit peu les révélateurs du projet de vie, parce que la personne va dire mon projet de vie c'est ça, mais par contre à travers les entretiens qu'on aura les uns les autres, chacun dans nos niveaux, si on est capable de repérer ce que souhaite la personne, bien l'aider à formuler ce projet de vie pour que la compensation puisse s'appuyer sur véritablement ce projet de vie. Identification des besoins, bien évidemment, chaque acteur dans son rôle, ça j'insiste, c'est pour ça que je tenais à vous présenter quand même la MDPH, les droits, etc. Chacun a un rôle dans l'histoire. Il ne s'agit pas que chacun fasse le travail de l'autre, sinon au final, les personnes ne s'y retrouvent plus. Articulation des réponses en partageant autour avec les personnes concernées, garante bien sûr de l'adhésion au projet, de la cohérence, de la gestion de tous les temps intermédiaires, c'est toujours un problème pour les projets. Aucun des partenaires ne peut apporter la réponse à lui seul. Les situations complexes, alors là c'est une situation encore particulière parmi les enfants en situation de handicap, où les problématiques sont intriguées entre AF, LART, c'est altération de fonction, limitation d'activité et restriction de participation, les problématiques sociales, les problématiques familiales, les difficultés d'accès aux soins, les difficultés institutionnelles. Ce matin, Madame Molière parlait de la nécessaire inventivité qu'il faut avoir un petit peu à la marge de notre dispositif. C'est encore plus vrai chez les adolescents et c'est encore plus vrai dans les situations complexes. Il faut qu'on puisse certaines fois, on va dire, sans s'affranchir, en tout cas, être capable d'aller trouver une réponse un peu à la marge de nos réponses habituelles. D'où l'intérêt de ce partage de l'évaluation indispensable entre les différents acteurs autour de l'adolescent et la famille. Voilà. Peut-être qu'il y a des questions, peut-être des questions dans la salle avant qu'on passe à Sylvie Gagné. Déjà, Emmanuel Corin, je suis assistante sociale sur un collège, sur la primaire et du maternelle. La difficulté sur le terrain, c'est déjà très problématique de faire entendre à une famille que l'enfant qui a un handicap, c'est pas du tout entendu. De là à être dans l'acceptation. Qui viennent boucler à la MDPH, c'est pas tous les autres qui viennent sauter correct. Ça fait partie des choses En plus, on a quand même affaire avec des populations d'origine étrangère où comprendre déjà alors c'est vrai que le projet de vie, c'est même en traduisant, même en c'est incompréhensible pour eux. Et puis on est sur des problématiques de nous, il n'est pas fou, enfin bon, et dans le refus, dans le déni, et même dans l'accompagnement, voyons en ciel pendant des années, même en adulte, l'acceptation elle n'est pas là, des années et des années, donc une orientation en unité locale d'inclusion dans des collèges, il y a des familles qui refusent.
être les vecteurs de cette orientation vers l'attente de la MDPH. C'est vrai que les parents, on a certaines fois des dossiers qui nous arrivent où tous les professionnels de l'école, etc., tout le monde a dit faites un dossier à la MDPH. Les parents ont signé un truc qui ne sont pas forcément bien rendus compte qu'il y avait H dans le titre, des personnes handicapées, et on va dire l'étape d'après où ils doivent véritablement arriver, ça ne se fait pas. Après, moi je pense que c'est aussi un travail en amont pour expliquer le concept du handicap, expliquer que le handicap c'est à un moment donné par rapport on va dire à cette définition. Donc ça c'est vrai qu'on a aussi collectivement à travailler sur le fait d'amener, et ça je pense que mes confrères médecins, que ce soit dans les services spécialisés, comme la j'en parlera, cette acceptation on va dire de la possibilité d'avoir un enfant en situation de handicap, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que ce sera toujours compliqué parce que c'est rien que de l'accepter, c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut tous, dans ces cas-là, qu'on puisse, on va dire, se mobiliser. Les CHF font aussi un gros travail de pouvoir expliciter tout ça pour les gens qui arrivent jusqu'à la porte et qui n'arrivent pas forcément à passer à l'étape d'après. Voilà, je pense que c'est tous parce qu'on va être vecteur de la même information, en expliquant ce rôle situationnel, parce que cette réponse situationnelle de la question du handicap, c'est-à-dire qu'on est handicapé à un moment donné, en fonction d'un certain nombre en fonction de notre environnement. Cette même personne, peut-être dans un autre environnement, ne sera pas handicapée. Et ça, c'est important, cette relativité de la notion de handicap, particulièrement pour des gens qui sont un petit peu frontières et qui, voilà, tout le monde a pensé pour eux qu'un IME serait très bien et qu'on leur dit allez visiter. Ça peut être très violent. Ça peut être très violent. Bien sûr, ça peut être très violent. Mais ça, il faut aussi que les gens puissent accepter. Enfin, je pense qu'il y a un principe de réalité qui doit mûrir chez les personnes, qui doit mûrir chez les familles, et je pense qu'il faut le respecter aussi. Quand on veut griller des étapes et ne pas entendre cette nécessaire maturation pour accepter la compensation ensuite, on va aller vers des recours, des gens qui n'ont pas compris, etc. Le souci en scolaire, c'est vrai que l'obligation de soins, il n'y a pas d'obligation de soins pour les élèves au niveau local d'inclusion. Le souci, c'est qu'on se retrouve avec des gamins, peut-être que c'était pas du tout adapté, qui explosent complètement. Et c'est en souffrance beaucoup. Comment faire voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas la bonne réponse qui permet de dire on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Certaines voix, malheureusement, ce petit temps où on soit tous des acteurs très vigilants, où la personne va se retrouver en souffrance parce que dans ce réponse qui n'est peut-être pas adaptée, c'est peut-être aussi ce qui va permettre, on va dire, à certaines fois des familles de chimie. Ça, on a pu l'observer aussi. Donc, par contre, il faut dans ce cas-là qu'on soit très vigilant auprès du jeune pour pouvoir s'assurer que c'est une activité. Il y a un pédopsychiatre à latitude 78 qui est une ex-A. Voilà, je voulais savoir, quand vous évaluez des handicaps, le fait en référence à quel échec doit être fait et quelles sont les conséquences plutôt que des définitions. Alors, par rapport à cette question, on va dire de l'importance du handicap, on a un certain nombre d'outils, parce qu'une fois qu'on a identifié la situation de handicap, c'est-à-dire qu'il y a une altération de fonction qui entraîne des limitations et des restrictions. La question est de mesurer l'importance des limitations et des restrictions. C'est-à-dire que globalement, si la personne est en mesure, alors là on a des outils, par exemple pour fixer un taux d'incapacité, on a le guide barème, qui a été fait, vous avez tout, comment oui, c'est un décret, c'est un outil qui n'est pas comment dire, optionnel. On est obligé d'utiliser ce guide barème dans les MDPH, et qui est un outil qui va nous permettre de définir ce taux d'incapacité en fonction des retentissements, on va dire, dans le quotidien de la personne, de ses limitations d'activité et de ses limitations d'activité. Si la personne est entravée, globalement il y a trois grandes fourchettes, il y a taux inférieur à 50, taux entre 50 et 79 et taux supérieur à 80. Donc globalement, on va dire quand on est dans une situation où la personne n'est pas en mesure de pouvoir gérer du tout son quotidien, ses actes essentiels de la vie quotidienne, ou on va dire à une pathologie suffisamment, on va dire, importante pour
c'est l'outil des FTTH. Qui permet d'objectiver, on va dire, des restrictions avec un taux d'incapacité. Donc, comment? Et du coup, oui, tout à fait, ça définit, après, c'est en fonction de ce taux d'incapacité, sont ouverts un certain nombre de droits. Des droits à des prestations financières, des droits à des cartes. Par contre, ce taux n'est pas du tout utile pour d'autres types de prestations. Donc voilà, c'est un outil, et un outil sur lequel nous sommes formés. Et là, quand je parle du rôle de chacun, c'est vrai qu'on a travaillé avec nos partenaires pour que chacun ne s'attribue pas la possibilité de fixer un taux. Fixer un taux, c'est savoir utiliser ce guide. Savoir utiliser ce guide, c'est être formé à l'utilisation de ce guide. Donc certaines fois, quand des partenaires nous écrivent un je suis signé certifie que cette personne a un taux de 80, est-il formé au guide barème pour pouvoir le dire, hein? Donc certes, cette personne sait sans doute que ce taux de 80 ou ce taux, etc., permet de financer derrière des choses, mais certaines fois on se pose des questions à l'envers, c'est-à-dire qu'on dit il y a un besoin de financement, donc il faut qu'il y ait un taux, et on vous demande de donner ce taux. C'est pas dans ce sens-là qu'on le fait, hein? C'est dans le sens inverse. Y a-t-il une situation de handicap? La situation de handicap nécessite-t-elle de fixer un taux? Si on a fixé ce taux, ensuite, quelles sont les réponses de compensation qu'on peut mobiliser en rapport avec ce taux fixé? C'est dans ce sens-là que ça doit se faire et pas dans l'autre. Merci, je comprends la passer à l'intervenante. On a bien donc la réglementation, la technicité et le regard croisé. Voilà, qui nous permettent ce travail. Bonjour, je vais vous présenter les commissions partenariales. Donc en 2010, à l'initiative de l'UNAFA, une première rencontre a eu lieu entre le territoire d'action-sociale de Méandre-de-Seine et de Saint-Germain, l'Institut Théophile Roussel, les deux coordinations handicap locales de Méandre et Saint-Germain et l'UNAFA. Donc autour de plusieurs constats. Chacun de nous a pu se retrouver à un moment donné dans une impasse par rapport à une situation complexe et les équipes ont pu se retrouver parfois isolées. Donc suite à ces constats, on s'est réunis autour d'une seule commission, à plusieurs on est plus fort et plus efficace. Donc on a créé un comité de pilotage, toujours avec les mêmes partenaires, et on a créé un dispositif innovant autour de deux axes. Donc les commissions partenariales d'harmonisation autour de situations complexes et la création d'une synergie et d'échange de compétences et de savoir. Donc les objectifs des commissions partenariales, c'est une instance de décision où chaque partenaire prend la mesure des moyens à mobiliser ensemble pour surmonter les impasses dans lesquelles se situe une situation au moment de leur implémentation et permettre à chaque partenaire d'avoir des informations sur les dispositifs existants. C'est aussi également un moyen pour faire remonter les situations sans solution. C'est vrai que lorsqu'on s'est réunis, les regards croisés de tous les partenaires autour de la situation peuvent apporter des éléments pour amener des réponses adaptées à un accompagnement. C'est vrai qu'on rejoint les regards croisés de nouveau. Donc il y a des membres permanents au niveau de cette commission partenariale. Alors, ces membres ont beaucoup changé depuis 2-3 mois, puisque au départ, Madame Trouchard, directrice adjointe du territoire d'action sociale de Saint-Germain, et Madame Sophie Blanchard, qui était directrice adjointe du territoire de Méandre, ont quitté leur fonction avec le bouleversement concernant l'évolution aujourd'hui des territoires vers des maisons départementales territorialisées. Donc aujourd'hui, c'est Madame Bessou Alias, qui est directrice du pôle social à la maison départementale territorialisée sur Boucle de Seine. Boucle de Seine qui est le territoire qui regroupe le territoire de Méandre maintenant et le territoire de Saint-Germain, qui est devenu membre permanent. Docteur Ruiz est en partie également, c'est le docteur d'Agence de Théophile Roussel également, qui est un membre permanent. Moi-même, et Mme Delangle qui nous a rejoint donc, un peu plus tard, en 2013, puisque de 2010 à 2013, nous avons fonctionné sans représentante d'un établissement médico-social. Et c'est vrai que c'était un partenaire qui nous manquait pour prendre des décisions
En 2013, on en a eu 5, en 2014, on en a eu 4, et en 2015, jusqu'à maintenant, il y en a eu 4 également. Donc on a au départ très peu, alors, les familles ne saisissaient pas cette condition, on les prévenait, mais ils les très peu. Aujourd'hui, systématiquement, on a soit la famille, soit des structures qui connaissent bien l'enfant et l'adolescent, ou le tuteur. À chaque fois, on a en général un membre qui connaît bien la situation concernant la famille. Donc le bilan de la commission, il y a une meilleure connaissance des modalités de travail et des champs d'intervention réciproques, une satisfaction au niveau des équipes quant au partenariat. Donc on a monté, je prends l'exemple tout à l'heure d'une situation, il y a eu des montages possibles entre les différents services, il y a une confiance mutuelle, c'est vrai que ça a facilité beaucoup les contacts au sein du réseau, puisque quand on a commencé il y a 5 ans, c'est vrai qu'on se téléphonait très peu, que ce soit avec le territoire d'action sociale ou Théophile Roussel, et c'est vrai qu'aujourd'hui, lors de situations un peu complexes, on s'appelle régulièrement, que ce soit des médecins, mais également tous les travailleurs sociaux, on n'hésite plus à se téléphoner pour justement aller plus vite lors de situations complexes. Donc, mise en place des commissions de communauté en présence des parents. On a ouvert un partenariat diversifié, donc il y a l'Unitel qui intervient régulièrement lorsqu'ils connaissent bien la situation. Donc l'Unitel est une unité mobile d'intervention qui gère plus les enfants et les adolescents atteints de l'envahissement du développement. Les adultes aussi. Donc il y a eu aussi une proposition de collaboration pour la mise en place de réponses spécifiques auprès de la direction de l'enfance, de l'adolescent, famille et services. Donc j'ai pris quelques exemples de nature de situation que nous avons vu depuis 2011. Donc des jeunes qui relevaient de situations critiques complexes, des jeunes en crise qui relevaient ou non d'une hospitalisation, des jeunes hospitalisés parfois depuis plusieurs années ne relevant plus d'une hospitalisation à temps plein, donc on recherchait des solutions sorties, des jeunes en attente d'admission en établissement, des jeunes dont les parents refusent parfois les orientations CHL, puisque comme disait le docteur Marceau, on préconise parfois plutôt des orientations au sein de l'enseignement spécialisé et on a des parents qui refusent, qui ne sont pas prêts, donc on travaille effectivement cette entrée en plus. Donc des jeunes nécessitant un accueil en internat spécialisé, des jeunes hospitalisés en souffrance d'absence de projet alternatif ou en attente d'un projet social ou médico-social qui réalise le soin, et situation de rupture entre l'institution en charge du suivi et de la famille. Ça c'est un exemple de nature de situation. Donc j'ai pris l'exemple de Grégory, c'est pas son vrai prénom. Donc c'est un jeune homme de 15 ans avec un tableau de cystométrie précoce, qui était pris en charge jusqu'à ses 15 ans à l'hôpital Théophile Roussel, et on notifiait des IME régulièrement pour prévoir la sortie de l'hôpital. À un moment donné, Grégory n'était pas prêt en tout cas pour aller en institut médico-éducatif, et puis mais on prévoyait des stages. On prévoyait des stages en lien toujours avec Théophile Roussel. Donc il y a eu des stages en alternance puisque l'IME à temps plein n'était pas possible pour Grégory. Donc du coup, il allait tous les matins à l'IME et tous les après-midi à Théophile Roussel. Donc à chaque fois, ces stages ne se sont pas très bien déroulés, donc il n'a pas été admis en IME. Donc à 15 ans et demi, 16 ans, il est passé à temps partiel à l'hôpital de jour. Nous avons mis en place différentes rencontres partenariales, donc avec Théophile Roussel, avec le territoire d'action sociale, avec la CHL, mais également avec Grégory et ses parents qui étaient présents à chaque fois. Donc Grégory est sorti de l'hôpital du fait de son âge et est retourné à domicile à temps plein avant ses 16 ans. Et donc il y avait le maintien d'un suivi au CMU. Donc pendant ce temps-là, nous, on a essayé de trouver d'autres solutions alternatives. On a proposé la prestation de compensation de handicap pour qu'un prestataire puisse intervenir à domicile pour soulager aussi la famille. Après, il y a eu vraiment des rencontres régulières pour essayer de trouver une solution pour Grégory. Il a rencontré plusieurs fois le psychologue de la CHL. Et puis, on a, à 16 ans, proposé
quand même assez rare, 19 ans. On a beaucoup travaillé avec les actes COTRA, qui est un couple fleuri qui s'appelle maintenant le Rose-Valeret. Et donc, il a fait un stage à l'ESAT, il est accompagné du CNP, parce qu'il y aller seul, c'était compliqué aussi au départ. Et puis, voilà, au fil de l'eau, il a intégré d'abord à mi-temps l'ESAT, puis à temps plein, et il est rentré il y a un an, il y a quelques mois, en foyer d'hébergement. Quand il avait 16 ans, parce qu'il va avoir 20 ans au mois de décembre, quand il avait 16 ans, c'est vrai qu'on ne pensait pas que Grégory pourrait intégrer un jour un ESAT, un foyer d'hébergement. Ça a été un chemin compliqué, mais il s'en est sorti. Aujourd'hui, ça va moins bien, on fait des allers-retours. Et puis, aujourd'hui, il n'est plus au foyer d'hébergement, il a souhaité quitter le foyer d'hébergement. Donc, la famille a souhaité de nouveau saisir la commission partenariale du mois de novembre. Donc, on rencontrera de nouveau Grégory et sa famille pour essayer de trouver d'autres solutions pour le foyer d'hébergement. Pour l'instant, il est trop compliqué pour nous. On a aussi créé des journées de rencontres partenariales. Donc, on avait souhaité en faire tous les ans. Donc, on l'a fait en 2012 l'année dernière. Alors, en 2012, 3 ans. Le thème était le parcours de vie, parcours de soins, ensemble accompagner enfants et adolescents atteints de troubles psychiques. Donc on avait ce jour-là reçu 258 participants. Et en 2013, on a fait grands ados, jeunes adultes, accompagner la transition. On a souhaité faire cette journée partenariale en septembre tous les ans. Depuis 2014, c'est un peu compliqué au niveau de la restructuration du département par rapport au territoire d'action sociale. Donc, beaucoup de personnes sont parties depuis 2014, donc il faut qu'on relance cette dynamique. Mais ce sont des journées partenariales qui ont été très riches et en formation et en information. Donc, il y a des actes de développement et de progrès. Donc, on souhaite élaborer un programme annuel commun à construire de l'institution du territoire, donc par la journée de santé mentale. Et puis des actions intermédiaires de formation, de rencontres, d'échanges et des groupes de travail. On a beaucoup travaillé, on a fait des formations, des informations entre le territoire et les coordinations handicap locales, où on a présenté nos prestations, puisque le territoire parfois nous dit mais nous on ne sait pas à quel moment il faut faire une demande de prestation de compensation de handicap ou une demande d'allocation d'adulte handicapé par exemple, même quand ils ont 18 ans. Donc on a précisé effectivement ces prestations et eux nous ont présenté l'aide sociale à l'enfance et ils nous ont présenté aussi le RSA par exemple. Donc il faut qu'on élargisse aussi le réseau vers l'éducation nationale. On va travailler aussi ce réseau. Inscrire le réseau dans la cité en travaillant avec les communes et les élus et communiquer autour du partenariat local du territoire. Et les perspectives, c'est favoriser la formalisation et la signature de conventions, des protocoles entre les différents partenaires, entre les établissements médico-sociaux et sanitaires. C'est vrai que depuis quand même quelques années, on travaille beaucoup sur des accueils séquentiels. On travaille avec les instituts médico-éducatifs pour recevoir des personnes qui peuvent être hospitalisées, des enfants et adolescents qui peuvent être hospitalisés à un moment donné à Théophile-Roussel, mais qui nécessitent parfois des retours aussi sur leur lieu d'hospitalisation. Développer une culture commune de travail, un partenariat institutionnel qui permet d'anticiper et de prévenir les situations de crise et de blocage. Est-ce que vous avez des questions? Alors, en fait, d'abord, effectivement, c'était les besoins. Au départ, c'était les besoins. Et puis, à l'initiative des Mantoul qui siègent à la CDAPH et qui siègent à la CDAPH, où parfois, lorsqu'on présentait des dossiers à la CDAPH, on n'avait malheureusement pas de solution. Et on se rendait compte que ces enfants, ces adolescents étaient connus du territoire d'action sociale, étaient connus de Théophile-Roussel, de la coordination handicap locale, mais chacun travaillait de son côté. Donc c'est vrai que même tout étant à la CDAPH a permis en donner une
n'existe aujourd'hui que sur le territoire de Méan et de Saint-Germain, qui existera, je pense, plutôt dans le sud après, parce que Martine Fouchard, ayant quitté Saint-Germain pour le territoire de Rambouillet, va essayer de créer effectivement ces conditions, puisque aujourd'hui on se rend compte quand même qu'on n'a pas forcément de solution pour tous ces enfants et adolescents, mais à un certain moment, on a pu mettre en place des solutions ou demander à l'ARS un financement supplémentaire pour des enfants qui étaient à domicile depuis plusieurs années, qui avaient 12 ans, 13 ans, qui n'avaient rien à faire à domicile. Et donc, du coup, voilà, ça a permis vraiment cette commission a été présentée à tous nos collègues des coordinations locales au sein de la MDPH. Et du coup, c'est quelque chose qui va, je pense, à un moment donné s'étendre sur le territoire des élus. Alors en même temps, il y a l'établissement qui permet l'hospitalisation quand même du jeune en contrepartie. Il faut quand même avoir un établissement hospitalier ou un établissement qui peut recevoir un jeune en état de crise. Oui. Alors après, en général, nous on a beaucoup travaillé avec le Bruxelles, mais dans le sud, que ce soit Charcot ou dans le sud ou Mende, je pense qu'ils sont tout à fait capables de faire aussi, de créer ce genre de commission, effectivement, de faire des allers-retours entre une hospitalisation et une entrée en institution. Après, c'est un travail, ça ne s'est pas fait comme ça. Hein. Il y a 5 ans, quand on a commencé à travailler avec le terroriste, voilà, c'était pas fait de suite. Hein. Voilà, on s'est beaucoup rencontrés, on a beaucoup discuté, on a pris quelques situations complexes, souvent des enfants malheureusement à domicile avant 16 ans, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut proposer à cet enfant et à sa famille. Et on s'est rencontrés régulièrement, pratiquement tous les mois, et puis on a réussi à faire une convention. Je pense à un autre jeune qui est actuellement à l'IME Médecine, pareil, qui a été de l'âge de 11 ans à 16 ans à domicile, où les parents ont pu travailler complètement, et l'autoriste, la Salle-Chaîne, le public, on a pu travailler sur une convention avec l'IME, avec la MDPH aussi, parce qu'on fait remonter les besoins à la MDPH, justement pour les enfants qui sont à domicile et qui ont besoin de place. Et donc aujourd'hui, avec la MDPH, avec le Dr Bruxelles, on a pu à un certain moment passer des conventions et demander un financement exceptionnel à l'ARS pour quelques situations qui ont permis l'intégration par exemple de ce jeune à l'IME. C'est important de dire que cette commission elle peut être saisie par les professionnels qui se trouvent en difficulté. Hein. Je vois comment les pédopsychiatres sur Nantes galèrent des fois pour garder un jeune en hospitalisation dans les services de pédiatrie. C'est quand même très compliqué, hein, et que trouver de la place sur des jours. Vous faites une transition dans Oui, voilà. Merci, voilà. Bon. On n'a pas travaillé ensemble. Non, mais voilà. C'est parfait. On verra peut-être les questions en fin de séance. alors simplement un rappel pratique, il est 10h30. Nous avons travaillé ensemble jusqu'à 10h45. Ce qui veut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'il va falloir que je sois plutôt synthétique. Et c'est pas mon genre. Vraiment, je fasse très attention à la manière où je vais présenter les choses. Donc, je vais sans doute mettre des mots-clés, la façon de faire à mesure. Bon, alors, quand même, moi, je voudrais dire que ce matin, déjà, la journée a été introduite ce matin et elle a été introduite d'une manière que je trouvais extrêmement importante. Et de toutes parts, de chacun de sa place, puisqu'on a fait la première part de tout, là, depuis tout à l'heure. Je crois qu'il y a, puisqu'on va parler des mots-clés, la question du réseau, la question du regard croisé, la question du partenariat, et donc bien le centre, et donc bien, on va dire, des besoins que nous devons
fait du pain sur la planche, d'accord, parce que ces concepts, aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'on ne peut pas travailler autrement qu'en partenariat. Ce qui veut dire, comme on l'a dit ce matin, que pour cela, c'est déjà se connaître, c'est se rencontrer, c'est travailler ensemble et sans doute parfois autour de situations cliniques complexes et sur lesquelles nous ne sommes pas toujours d'accord. Donc ça veut dire que nous avons aussi, en fonction des différentes institutions, c'est tout bête, mais j'ai envie de dire, il y a comme ça des mots, d'accord, qui nous traversent dans notre vocabulaire les uns et les autres, qui aujourd'hui ont cheminé. Donc, par exemple, lorsque je suis arrivée, moi je suis praticien hospitalier, j'ai un retour dans la fonction publique, mais j'ai travaillé 2 ans dans un établissement éducatif et artisanal. Alors quand je suis arrivée dans cette institution, tout simplement on parlait d'usagers. Et c'est vrai que non, c'est là, parce que si vous parlez de s'adapter, donc je me disais, mais c'est le patient, c'est l'usager, c'est l'élève, d'accord? Donc le patient, l'usager et l'élève sont 3 mots peut-être qui nous semblent différents, mais qui au fond doivent nous faire aux uns et aux autres nous dire qu'au fond, voilà, les 3 mots sont absolument respectables, les 3 mots sont absolument importants puisqu'ils ont été pensés dans chaque institution, et le partenariat, c'est déjà accepter cela, rentrer dans cette espèce de, même s'il est différent, de position, de concept pour être en commun et qui va nous amener à travailler ensemble. Ça, c'est pour une première remarque. La deuxième remarque que j'ai entendue ce matin concerne, autour de nos repas croisés, la question de l'adaptabilité que nous devons avoir. Ça, c'est super important. Chaque système, un système qui a ses défauts, qui a ses qualités, qui a ses projets, qui a ses limites, et quoi qu'il en soit, pour qu'un système puisse avancer, il faut que ce système soit adaptable. Troisième point, et les collègues l'ont dit tout à l'heure, c'est quand même le plus important quand je parlais de la problématique spécifique du handicap, c'est que celui ou ceux qui sont au centre de tout projet, c'est bien sûr le jeune et sa famille. Quand je dis le jeune et sa famille, on va tous rappeler, on va tous souligner, parce que forcément nous avons à penser la problématique d'un adolescent dans un système. L'adolescent n'est pas un individu isolé, un adolescent est inclus dans un système qu'on reprendra très rapidement, mais donc on doit toujours avoir cela en tête les uns et les autres. Nous l'avons en tête, mais c'est quand même vraiment compliqué. Alors ce système, effectivement, sa position dans sa famille et dans son lien social et dans son réseau comme élève, également comme usager, dans le cadre d'un projet professionnel. Donc évidemment, ceci est important. Alors, en même temps, j'essaie de voir ce que j'en ai là. C'est donc ça, c'était pour les remarques préalables. Et du coup, évidemment, nous avons parlé de regard croisé, de nécessité de projets communs, d'objectivation à travers un certain nombre de questions. Et aujourd'hui, de ma place, je vais tenter, évidemment, rapidement, si cela se peut, le plus clairement possible, moi, de vous aborder cette question selon un mode un petit peu différent. C'est-à-dire qu'à travers les consultations qu'on peut avoir avec les adolescents, on s'aperçoit très rapidement qu'il y a bien sûr une nécessité absolue d'objectiver vers un projet quelque chose pour lui, pour sa famille, etc. Mais qu'en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement subjectif dans le vécu de l'adolescent vis-à-vis de son handicap. Il y a également une subjectivité intrinsèque aux cliniciens que nous sommes. C'est aussi autour de cette question que nous avons, je crois, échangé quelques mots sur la problématique spécifique des adolescents en situation de handicap. Alors, la première chose que j'avais envie de vous faire partager aussi, maintenant après les remarques, c'est très rapidement un partage d'expérience, vraiment rapide autour d'un mot, d'accord, puisque ça fait partie aussi de ce qui doit nous conduire, ce qui doit nous porter. C'est la question de l'autonomie.
l'autonomie lorsque, en travaillant dans un institut médico-éducatif, il a été question pour un jeune, donc 14-15 ans, dans une situation de projet professionnel, mais qui avait un sacré problème, qui ne savait ni lire ni écrire. Pour autant, c'était un jeune qui, selon moi, n'avait pas particulièrement de déficience cognitive. Et ce jeune, pour aller faire son stage, il avait besoin de s'éloigner de son espace, on dit, de son espace proche, de son espace quotidien. Et pour faire son stage, il fallait qu'il apprenne à prendre le train et qu'il prenne le bus. Et c'est là où la question de l'autonomie, si j'ose dire, pour les équipes à ce moment-là de l'institut où je travaillais dans le est venue et elles nous ont dit, voilà, pour lui apprendre l'autonomie, c'est du quotidien, c'est de l'agir, c'est de le mettre en situation. Et alors là, elles ont déployé, si j'ose dire, un certain nombre de trésors, d'ingéniosité, n'est-ce pas, pour permettre à ce jeune qui ne savait ni lire ni écrire de pouvoir accéder de ce fait à une certaine forme d'autonomie, c'est-à-dire une indépendance. L'indépendance, elle lui a valu, bon, je ne vous décrirai pas tous les moyens, parce que c'était assez complexe, mais en même temps, je disais que c'était des trésors d'ingéniosité, c'était passé par plein de trucs. Ça a commencé par l'accompagnement, puis bien sûr, petit à petit, l'autonomie, c'est quand même à savoir avec l'indépendance. Donc, effectivement, ça a permis à ce jeune d'être indépendant de cette manière-là pour pouvoir vivre ce qu'il avait à vivre dans son stage. Et c'est à partir de là où, effectivement, ça a pris, à ce moment-là, tout son sens. Alors, du coup, quand je suis revenue dans la fonction hospitalière, j'ai ramené des petites choses en plus. Et puis, bien sûr, la fonction hospitalière, elle a aussi plein de richesses. Puis, c'est un peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est avec ces regards-là, aujourd'hui, j'essaie de travailler et de continuer à faire vivre un partenariat qui, effectivement, est extrêmement important. Alors, nous, dans notre organisation hospitalière, aujourd'hui, évidemment, nous avons essentiellement le grille de lecture clinique. L'importance du partenariat, je ne vais pas y revenir parce que je crois qu'on a tous compris son importance. Simplement, quand même, de manière concrète, et en quelques mots, ce partenariat, nous le faisons vivre au quotidien, d'abord les uns et les autres, chacun de nos places, en participant bien sûr à la mission qui est la nôtre de travailler avec l'éducation nationale, que ce soit par les OSS, que ce soit par notre présence au CHL, que ce soit par la constitution du dossier pour la MPH. Ceci, effectivement, fait partie, évidemment, du travail de partenariat. Ensuite, le travail de partenariat se décline, en tout cas par exemple, également avec les services, parce que vous disiez, il se décline également avec les services de pédiatrie. D'accord? C'est-à-dire que nous intervenons, l'intercepteur intervient sur les services de pédiatrie pour faire du bien contre les adolescents hospitalisés, et puis effectivement, lorsqu'il est nécessaire, ces adolescents puissent être rencontrer, qu'on puisse échanger ensemble les uns les autres. Et quand je dis les uns les autres, c'est qu'on puisse faire du lien entre les pédopsychiatres qui sont appelés dans le service de pédiatrie, avec nos collègues pédiatres, mais également ce lien s'est enrichi parce que, il n'y a pas que les pédopsychiatres qui interviennent en pédiatrie et qui interviennent aussi, si j'ose dire, sur les secteurs qui ne sont pas que de la pédiatrie. C'est-à-dire qu'il y a au sol un travail qui s'articule et qui se met en place, qui est assez précis aujourd'hui, entre les sages-femmes, la demande des sages-femmes, pour essayer de travailler sur ce qu'on appelle un groupe de périnatalité avec certains psychologues du secteur pour avancer autour de cette mission. Vous voyez bien qu'il y a plusieurs chantiers, que les choses ne sont pas complètement constituées, mais qu'elles sont en bonne constitution, etc. Je reviendrai également quand même sur ce que nous avons été sur la densité par répété, je vous en remercie, par le travail, là aussi, que fait, le groupe ADO, que fait IPT dans ce partenariat où le CNPI est invité. Voilà,
tout ça est un maillage qui est à la fois complexe mais extrêmement intéressant, et évidemment autour duquel qui doit tourner autour du jeune adolescent. Alors moi je voudrais revenir quand même sur la question du handicap. On a eu une définition, tout le monde connaît ce que c'est que la définition du handicap, et vous l'avez très bien repris, Dr Marceau. Et quand je parle de subjectivité, c'est que j'ai quelques remarques par rapport à cela, puisque dans les lieux de consultation, que ce soit de notre classe, que ce soit l'éducateur, l'assistant social du secteur, nous avons bien sûr à travailler la notion de limitation, mais nous devons également travailler, et on doit inclure, on doit, si j'ose dire, convoquer les notions de potentiel, les notions de capacité. Vous l'avez dit, si j'ose dire sans le dire, mais pour nous, c'est un travail qui est absolument nécessaire pour qu'un jeune adolescent se sente porteur de son projet. Donc, au fond, la limitation, c'est une chose, et puis on sait que le handicap, ça peut être un moment, ça peut être durable, ça peut être chronique, il a plusieurs sens. Ça, c'est un premier point, c'est-à-dire aller chercher, ce que vous faites tous, ce qu'on formalise aujourd'hui, moi j'appelle aller chercher les ressources. Le deuxième point, c'est que la problématique, si j'ose dire, du handicap chez l'adolescent, elle introduit une question quand même qui est subsidiaire et super importante, c'est que l'adolescence, le processus même de l'adolescence et la question, la définition du handicap, d'accord, ce sont deux notions qui sont presque contradictoires. Parce que le processus adolescent, c'est un processus qui a à voir avec l'expansion, avec la transformation, avec la métamorphose, comme le disait ce matin le docteur Borrell. Ce sont des métamorphoses, des transformations qui sont d'ordre physique et également d'ordre psychique. Tout cela, pour les adolescents, pas forcément facile à mettre en musique, d'accord, avec la découverte d'un handicap, avec l'acceptation du handicap, et avec comment cheminer quelqu'un avec les partenaires autour de lui, autour de ce handicap. Donc pour moi, la problématique du handicap chez l'adolescent, qui est en quête d'indépendance, c'est vraiment quelque chose qui, j'ai envie de dire, sur lequel on doit vraiment se pencher parce que c'est il y a beaucoup d'enjeux derrière ça. D'accord ? Et puisque nous parlions de la question de l'autonomie, j'irai deux, trois mots. D'abord, tout adolescent, soit en situation de handicap ou pas, il va forcément traverser cette étrangeté des mouvements pubertaires, d'accord, avec ces processus physiques et psychiques. Donc ça, c'est un bouleversement. Et deuxièmement, tout adolescent, il vit dans un espace familial, d'accord, qui soit son espace familial ou un espace familial de substitution. C'est-à-dire une partie intégrante d'un système, il n'est pas seul. D'autre part, tout adolescent va devoir expérimenter, au cours de son processus humain, la nature du lien social à travers sa scolarité, et aussi avec ses rencontres, ses loisirs, ses associations. Tout adolescent également va devoir se projeter dans un avenir professionnel. Donc là aussi, on a tous besoin les uns des autres. Et lui surtout. Un avenir professionnel qui peut être parfois incertain. Et que du coup, la reconnaissance d'un handicap, qu'il soit d'ailleurs visible ou invisible, d'un handicap qui est souvent subi par l'adolescent, qui le vit vraiment comme un moment complexe, va générer, si j'ose dire, des tensions supplémentaires pour un adolescent qui est en quête d'indépendance. C'est un réel mouvement de contradiction et qui est finalement, et c'est autour de ce mouvement que nous avons, en tout cas sur notre place, à essayer d'avancer avec l'adolescent. Alors, quand je dis qu'il y a un vécu subjectif, parce que d'une part, pour l'adolescent, le handicap, peu lui importe quel est son degré, au fond. C'est la manière dont lui, il le vit, comment lui, il va l'appréhender. Par exemple, le handicap physique,
partielle et d'hospitalisé en urgence pendant l'été, car il était court en diabète insuline. Et là, toute sa vie, elle est complètement bouleversée. Il doit apprendre en même temps de faire plusieurs choses. Dans le cinquième, il fait plein de choses, il vit dans un milieu familial, les parents sont séparés, ils n'ont pas les mêmes exigences par rapport à lui. Il doit donc poursuivre sa scolarité, il fait du tennis et à cause de son diabète, et puis il y a un truc qui se règle pas du tout, il doit arrêter le tennis. Et puis il est pris en charge par le service de pédiatrie, alors là il a le droit, et c'est peut-être judicieux d'ailleurs, à l'éducation thérapeutique. Et un jour il revient le voir, et puis il vient le voir. Il le voir parce que sa mère considère qu'elle est responsable beaucoup, je suis assez d'accord, et lui accepte. En effet, il accepte l'idée que peut-être qu'il a besoin d'aller voir quelqu'un pour faire un peu quelque chose de ça. Alors il vient le voir, et en effet, ce qui est le plus en avant, d'accord, il vient me voir avec un cahier, je vous promets, c'est un document porte-vue. Sans porte-vue. Mais sans vue à l'intérieur du porte-vue. La première chose qu'il me dit, c'est bon voilà, il faut que je digère ça. Il faut que je digère tout ça. Je dis non, non. Alors là, je construis juste. Voilà. Très belle chose. Et donc, ça correspond à ce qu'il doit faire avec son bébé. Donc, ok, pour lui, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il a d'autres choses. Et en même temps, ce qui se passe pour lui à ce moment-là, et pendant de nombreuses semaines, c'est qu'il est absolument envahi. Il n'a plus limite au point d'être au centre de toutes ses pensées. Donc, c'est compliqué pour lui. Et en même temps, ce jeune garçon, il voudrait reprendre le tennis. Mais dans ce truc de dire, voilà, je suis ado, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'aimerais manger à la cantine avec mes camarades, mais je ne peux pas le faire. Donc, comment on va considérer cela? Est-ce que ça passe par une acceptation? Pas. Par quoi ça passe? Quels sont ses besoins à ce moment-là? Moi, je me suis posé la question parce que nul la capacité de prétendre qu'on peut résoudre toutes les problématiques et puis les adolescents. Et pour moi, cet exemple est assez typique. Et du coup, au fond, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, c'est donc une expérience, ce que je vous dis là, c'est pas une théorie scientifique, mais c'est une expérience clinique. Un jour, ce qui se passe, c'est qu'il vient me voir, et à ce moment-là, je me dis, je vais parler d'autre chose. Et puis, quand on parle d'autre chose, on commence à parler d'une chose dont il n'a jamais parlé, puisque par exemple son diabète, il commence à parler de. Il a chez lui donc, une pièce qu'il utilise pour faire des créations. Des créations de figurines. Soit en papier, soit en carton, en métal. Il a un espace de création comme ça. Et quand il est dans cet espace de création de figurines, il se trouve que quelque part son diabète est un petit peu oublié. Et il peut penser à autre chose. Alors là, je me suis dit, voilà. Peut-être que là, on va petit à petit, notre travail qu'on fait ensemble, déployer. Alors c'est très très pompeux ce que je veux vous dire, mais c'est ce qui s'est passé quand il m'a parlé de ça. Je me suis dit, ce qu'il fait, lui, c'est de la créativité. Et nous, ce qu'on doit faire ensemble, sans en tenant bien sûr toujours compte des partenaires, c'est pouvoir déployer un espace de créativité réciproque, quelque chose qui ouvre à autre chose. Quelque chose qui permette à un moment, peut-être au handicap, de passer dans un niveau 2. Je ne sais pas. Et cela s'applique exactement de la même façon à d'autres jeunes, parce que là, des fois, quand même, j'ai l'exemple en tête d'une jeune fille qui présente une problématique psychique, qui a eu un parcours croisé extrêmement riche, un cursus scolaire, puis un passage dans un établissement médico-éducatif qui s'est très bien passé, mais qui aujourd'hui, où la famille aujourd'hui vient me voir,
des choses que vous savez. Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est quelles sont les incidences de cette maladie sur ce qui peut être de son état physique, de son état psychique, de ce qui va être compliqué pour vous. Et alors, vraiment, j'invente rien. Par une analogie, ils me disent, vous savez, on est comme orphelin par rapport à notre enfant. Et donc, phrase 2, nous, ce qu'on attend, l'enfant est présent, elle est là. Nous, ce qu'on attend peut-être, c'est que vous puissiez nous accompagner, d'accord? Alors, pour le coup, c'était pas pour accepter la question du handicap. C'est que malgré tout leur savoir, malgré tout le parcours croisé, malgré tout cela, on est quelque chose dont il restait orphelin. Je pense parfois on est tous orphelins, quelque chose aussi, et c'est important de le savoir. Alors du coup, bon, je sais plus trop, je me suis dit très bien. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, la problématique du handicap chez l'adolescent, elle est extrêmement complexe, d'accord? Qu'elle procède vraiment de l'accompagnement réciproque, qu'elle procède de la nécessité pour l'adolescent et la famille qui vit dans un système d'être les premiers acteurs, d'accord, dans la reconnaissance de ce qui se passe pour eux, d'accord, et ensuite dans la reconnaissance de leurs besoins pour rejoindre les besoins partout de leurs attentes, et ceci à travers une pluralité de réponses, des réponses objectives, des réponses d'ouverture, et en ce qui concerne les réponses cliniques. Voilà, je vous remercie tous de votre attention, nous avons largement dépassé l'heure. Ah, donc non, nous n'avons pas dépassé l'heure. Et si vous avez des questions, l'espace est à vous. Je suis désolée. Oui, je crois que ces problématiques, c'est que la temporalité, la notion de temporalité entre l'école qui a un projet professionnel à construire pour un élève dans un collège, enfin bon, et la notion de temporalité au niveau de la prise en charge autre de cet élève se heurte à une incompréhension. Nous, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit pris en charge vite, il faut qu'on trouve des solutions vite, parce qu'on est démunis, l'éducation nationale est très démunie dans avoir cet élève. Oui, mais je crois que justement, enfin, aujourd'hui, cette question, c'est que les temporalités, il faut aussi qu'on arrive à les adapter. Merci à tous. Peut-être quelques mots pour conclure sur des mots-clés ou expressions-clés en fait. L'importance des réseaux avec des temps de rencontre pour se connaître et se reconnaître. Je crois que ça, c'est vrai que c'était quelque chose d'important. Les regards croisés, bien entendu. Cette même personne qui nous rassemble là aujourd'hui, qui est l'adolescent, l'élève, le patient, l'usager, en fonction de nos institutions, d'où l'on vient. L'analyse systémique ou environnementale de chacun de ces adolescents, le respect de la temporalité de chacun, voilà, parce que je crois que c'est chacun, c'est tous les acteurs, l'adolescent et autour de l'adolescent, et puis des espaces de créativité comme on peut en mettre en place et qui sont indispensables pour cet adolescent, usager, patient. Voilà. Merci, bon appétit.